Si Monsieur Blody, dernière oratrice pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, Madame Chantal Berthelot pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors, le texte de loi qui nous est soumis aujourd'hui à notre examen par notre collègue Serge Letchimy en tant que rapporteur, je tiens, comme beaucoup d'autres, mais vraiment à saluer son initiative tout d'abord, mais surtout la pertinence des propositions qu'il nous propose. Et tout le monde sait le sujet, la sensibilité de Serge sur ça. Et on retrouve à travers ce texte, sa parole politique. C'est un sujet décisif pour nos collectivités et territoires d'ultramarins, celui de leur action extérieure et de leur intégration dans leur environnement régional. Et il l'a dit tout à l'heure dans son propos, compte tenu du droit commun actuel et des restrictions dictées par certains articles de notre Constitution, ce texte marque une nouvelle étape pour permettre à nos collectivités territoriales de développer une stratégie ambitieuse de partenariat avec leurs voisins en élaborant des programmes cadres de coopération régionale dans les domaines de compétences qui leur sont propres. Évidemment, il s'agit d'un défi pour nos collectivités qui devront faire preuve de leur expertise pour asseoir ces nouvelles prérogatives et réaffirmer leur dimension à l'international. Permettez que je vais plutôt cibler mon propos, non seulement sur la Guyane, mais sur une partie qui m'est chère, l'Ouest guyanais. Donc la Guyane, qui est l'unique territoire continental des départements d'outre-mer français et des régions ultrapériphériques européennes, est prête à relever ce défi. Son intégration régionale sur le plateau des Guyanes, avant d'être une nécessité diplomatique et économique, est surtout une réalité historique, géographique, sociale et culturelle. Ces frontières fluviales que constituent l'Oyapock à l'est, comme l'a dit le collègue Gabriel Service, avec le Brésil, et le Maroni à l'ouest avec le Suriname, sont avant tout des bassins de vie, mes chers collègues. Ceux qui connaissent la Guyane le savent bien, mais pour ceux qui le connaissent moins et les petites têtes qui sont à côté, qui nous écoutent, il est important de leur rappeler. Les populations qui y vivent transcendent leur identité administrative respective. Ça aussi, c'est une réalité que nous devons entendre et se considèrent avant tout comme des frères et des sœurs. Dans l'Ouest guyanais, la réalité géographique et administrative du fleuve Maroni renvoie inéluctablement à la réalité historique qui est celle de nos compatriotes bushinengués, les Noirs marrons. Leur histoire est celle du marronnage, qui fut présent à peu près partout en Amérique où l'esclavage fut le système économique et social dominant. À partir du milieu du XVIIe siècle et plus encore au XVIIIe siècle, c'est au Suriname que le marronnage connut son apogée et fut constitutif auprès d'une liberté chèrement acquise de société et d'identité à part entière qui perdure encore aujourd'hui sur les deux rives du fleuve Maroni avec une remarquable vigueur constituant de cultiver une différence fièrement affirmée. Depuis la loi de départementalisation de 1946, puis la création des communes en 1969, les Noirs marrons de Guyane sont devenus citoyens à part entière. Mes chers collègues, vous l'aurez donc aisément compris, la coopération et l'intégration régionale de nos territoires dont il est question aujourd'hui est avant tout la réalité de femmes et d'hommes qui vivent sur les deux rives du Maroni. Et je crois que nous sommes là aussi pour justement parler de ces hommes et de ces femmes dans tous nos territoires, de fratrie partagée entre deux rives, de personnes qui viennent se soigner de chaque côté, qui viennent rendre visite, qui viennent parfois se rendre compte que leur téléphone est capté d'un côté alors qu'ils ont un bon abonnement de l'autre, qui viennent au centre hospitalier de Saint-Laurent se soigner, etc. Et même vous dire que des Guyanais aussi vont de l'autre côté, puisque je vous rappelle que Saint-Laurent-du-Maroni est à 130 km de Paramaribo, qui est la capitale du Suriname, et que Saint-Laurent-du-Maroni, c'est 250 km pour arriver à la capitale de la Guyane, qui est Cayenne. Donc vous voyez bien que le regard des habitants de l'Ouest guyanais, leur quotidien, c'est vers le Suriname qu'est posé leur regard, et le mien en particulier aussi. Donc cette intégration, mes chers collègues, dont nous parlons, c'est notre quotidien à nous dans l'Ouest guyanais. Saint-Laurent-du-Maroni, son quotidien, 50 000 habitants, et sera bientôt la ville la plus peuplée de notre région. Cette coopération qu'elle pratique au quotidien permet en partie d'atténuer les effets d'une situation économique et sociale difficile.
Saint-Laurent-du-Maroni doit pleinement pouvoir tirer profit de sa position stratégique au cœur d'échanges transfrontaliers et devenir la pierre angulaire sur la coopération dans l'Ouest guyanais. Depuis 2009, cette coopération s'est institutionnalisée avec la mise en place du Conseil du fleuve, entre autres sur le Maroni, qui voit les différents représentants administratifs et politiques surinamais et guyanais se réunir 2 fois par an pour échanger et avancer conjointement sur des sujets d'intérêt commun. Cet outil pertinent doit trouver sa place dans la mise en œuvre et le suivi des actions dans les programmes cadres de coopération régionale. Le fleuve Maroni, mes chers collègues, n'est pas une barrière, mais un lien qui unit nos destins. Sur la rive française du Maroni, nous pouvons ressentir quotidiennement la moindre secousse sociale, économique ou institutionnelle qui frappe notre voisin surinamais, et en ce moment, c'est le cas depuis quelques mois. L'expérience de l'histoire, partout dans le monde, prouve l'interdépendance, pour le meilleur comme pour le pire, des sociétés et pays voisins. L'avenir de la Guyane n'échappe pas à cette réalité et doit nécessairement passer par un renforcement et une extension des outils actuels de coopération en matière sociale, sanitaire, économique, culturelle et scientifique entre le Suriname et la collectivité territoriale de Guyane. Et mon cher Serge, ta proposition de loi favorisera cette ambition. Je vous remercie. Merci Madame Berthelot. La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, souhaitez dire un mot? Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Parce qu'il y a bien sûr à remercier tous les parlementaires, mais aussi tous les groupes qui se sont prononcés favorablement par rapport à ce texte. Mais on verra le vote tout à l'heure. Je voudrais vraiment, sincèrement, vous remercier et peut-être apporter quelques précisions. Je pense que Madame la Ministre peut-être prendra la parole tout à l'heure. Stéphane Clairvaux a évoqué la question de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un sujet important, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon a son statut particulier, et la question de la présence d'agents à l'extérieur se pose à peu près de la même manière pour l'article 74. Ce vœu est exprimé, ce sera au gouvernement de savoir si on va dans ce sens ou pas. Huguette Bello a parlé d'un sujet très important, c'est l'articulation des politiques nationales en matière d'investissement et l'harmonisation des politiques européennes en matière d'investissement dans la zone. Alors là, vraiment, et l'idée d'avoir un programme cadre peut permettre de faire cette articulation, parce que si on fait un programme cadre, on est dans une négociation avec le MAE, mais aussi avec le MOM, avec les autres instruments, de telle sorte qu'on puisse sortir de ces incohérences. On parle d'investissements lourds, le collègue Ledy en a parlé aussi, fait de manière déconnectée par rapport aux réalités de chaque pays. Ibrahim, merci pour ces mots. Il y a une phrase d'Aimé Césaire qui dit « on ne peut pas rester éternellement étranger à sa géographie ». C'est vraiment la réalité. Et ce n'est pas parce qu'on est dans sa géographie qu'on est tout à fait conscient qu'on est dans cette géographie. Il faut prendre conscience qu'on est dans cette géographie. Et prendre conscience ne veut pas dire qu'on se coupe avec la France ou l'Europe. Ça n'a pas de sens. On est dans un ensemble, mais la prise de conscience peut être une richesse supplémentaire. Daniel Gibbs a parlé tout à l'heure de 2 sujets importants. Il faut apporter peut-être une réponse sur les collectivités de l'article 74. Donc la ministre va répondre certainement. Et concernant l'article 16, à la fois les articles précédents sous le statut des agents, ce sont des articles qui disent qu'il faut trouver une solution pour les agents. Mais ce n'est pas une solution de diplomate au niveau national, puisque ce sont des agents des collectivités. C'est travailler sous le régime indemnitaire et donner des couvertures sociales suffisamment claires. Et quant à l'article 16, c'est vrai qu'il y a actuellement un statut du diplomate d'État et qu'il faut rassurer, parce que j'ai ressenti une espèce d'inquiétude de la part des diplomates d'État par rapport aux diplomates qui pourraient être des diplomates des régions, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Non, il faut absolument mettre un minimum de sécurité autour d'un agent que vous mettez au Brésil ou à Panama. Donc c'est la prise en compte du pays tiers qui sera fondamentale. Je pense qu'il faut maintenir ça. Ça rentrera dans une négociation, mais il ne s'agit pas de donner un statut particulier. Et Maïna a exprimé aussi les mêmes observations. Pour l'article 74, je considère qu'il y a là, parce qu'on a donné le sentiment que les collectivités de l'article 74 pouvaient aussi signer directement des accords internationaux, ce qui est faux, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il y a certainement des avancées à faire aussi de ce côté-là. Est-ce que dans une loi organique, on pourra travailler J'ai bien compris la question
concernant le bassin géographique transfrontalier. C'est-à-dire, c'est vrai que le texte privilégie le bassin transfrontalier du département de la région. Exemple, pour la Guadeloupe, pour la Martinique, le bassin aujourd'hui, c'était Sainte-Lucie-Dominique, la Caraïbe de base. Aujourd'hui, avec le texte, ça peut être l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas coopérer avec l'Afrique, par exemple, si on peut coopérer. On peut avoir des conventions, bien sûr, autorisées par l'État dans des conditions classiques. Et il ne faut pas oublier la loi Oudin de 2005, Oudin-Santini, qui prévoit des possibilités sur l'ensemble de l'Hexagone de coopération directe avec des conventions sur certaines thématiques. C'est très important cette avancée-là, en matière d'eau, en matière d'assainissement, en matière d'énergie, et plus récemment, ça a été élargi aux déchets. Donc on a, je crois, je suis d'accord avec M. Vlody, Jean-Jacques, il dit qu'il y a une petite révolution, mais pas seulement pour nous, parce que la révolution, on a souhaité que ce soit pour une dynamique globale. Gabriel a raison, le cas de la Guyane, franchement, et Chantal, la Guyane, c'est l'équivalent du Portugal en surface, avec des matières premières importantes, avec un enjeu en matière énergétique extrêmement important, avec une proximité du Brésil qui fait plusieurs centaines de millions d'habitants. Je pense vraiment qu'il y a un enjeu considérable. Merci pour les autres qui... Jean-Jacques Vlody a indiqué plusieurs choses. Je crois que la mission Vlody accordée par le gouvernement est une mission complémentaire extrêmement importante, parce que nous légiférons, d'accord, mais je ne crois pas que légiférer veut dire développer. Il faut absolument qu'il y ait des instruments qui nous permettent d'accompagner ça en matière de désenclavement aérien, en matière de visa, enfin toute une série de choses. Et c'est une mission extrêmement importante et je souhaite que le gouvernement en tienne compte. Merci pour le soutien. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Oui, quelques mots, parce que je crois que l'essentiel a été dit et Serge Letchimy a souligné quelques points qui me semblaient être importants. Donc merci à tous pour la qualité des interventions. Je pense que nous avons effectivement abordé ce matin un sujet qui tient à cœur aux élus d'outre-mer et qui est utile pour notre pays, qui est de savoir comment mieux articuler ce qu'on fait dans les territoires, ce que font les territoires avec ce qu'on fait dans la zone avoisinante. Ça peut avoir des incidences extrêmement importantes ou préoccupantes pour les territoires, donc il faut qu'on s'harmonise mieux. Vous avez souligné aussi la nécessité, une fois que nous avons travaillé et que nous avons légiféré, suivant la PPL Letchimy, sur ce qui concerne les collectivités article 73, d'aller plus loin ou de trouver un système adapté pour les collectivités article 74. Je crois que là, il est fondamental que nous puissions ensemble travailler pour voir comment on peut aussi permettre aux collectivités de l'article 74 d'avoir de nouvelles possibilités pour travailler avec leur environnement régional. Et c'est vrai que l'idée suggérée par Stéphane Claireau de voir comment avoir des agents diplomatiques qui permettent de pallier l'absence d'ambassadeurs dans la zone du Nord Atlantique est une idée qu'il faut que nous regardions ensemble. Enfin, j'ai bien entendu les quelques critiques qui ont été exprimées par les parlementaires sur la situation actuelle, notamment ce qu'a dit Mme Bello, mais c'est précisément pour avancer, pour pouvoir lever ces freins et ces anomalies que nous avons souhaité que M. Vlody puisse approfondir le